Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier de votre patience et après un rappel à l'ordre courtois mais ferme de Madame Poncin, nous allons passer, si vous le voulez bien, à ce colloque et à son inauguration. Je voudrais d'abord rappeler les origines de ce colloque. Il est la résultante de conversations nombreuses que j'ai eues avec notre confrère à l'époque de la classe des sciences, aujourd'hui de la classe technologie et société, Jacques Reyes. On venait d'organiser pas mal de colloques, de conférences sur Darwin, ses successeurs, la problématique de l'évolutionnisme. Donc, la pensée scientifique. Et comme historien, je réagissais en disant « il y a tout de même des aspects fascinants, dont on nous parlera demain d'ailleurs, ce sont ces scientifiques brillantissimes. Je prendrai l'exemple de Newton, qui par ailleurs a consacré les 20 dernières années de son existence à des écrits purement alchimiques. C'était sa grande passion. Et ces écrits alchimiques qui ont été traités par le mépris, comment était-il possible d'imaginer que quelqu'un de la carrure de Newton se soit intéressé à ces questions? Je le rappelle, les écrits alchimiques de Newton n'ont été publiés par un Américain qu'en 1975. C'est récent, hein? Et dans la foulée, Jacques me faisait remarquer que le co-inventeur du darwinisme, si je puis dire, Wallace, auquel il s'intéressait, auquel nous avons consacré un colloque et auquel Jacques a consacré un livre, que Wallace, qui fut véritablement le père fondateur de l'évolutionnisme avec Darwin, Wallace était, pour sa part, il croyait aux fantômes, à la lévitation, passionné par le mesmérisme, etc., etc., etc. Et il croyait en tout cas en un pouvoir surnaturel qui n'était pas nécessairement Dieu. Donc, de fil en aiguille, parce qu'il fut longtemps de bon ton de cacher des aspects tels que ceux-là, qui sont parfois dérangeants pour les scientifiques purs et durs, mais il m'est apparu qu'il pouvait être extrêmement intéressant de se poser la question du contenu de la pensée rationnelle, des émotions, des sentiments, de voir les interférences entre les deux. La raison, tant honnie et critiquée à certains moments, et j'y reviendrai dans un instant. Le primat de la raison apparu dès la fin du XVIIIe siècle, symbolisé par excellence la philosophie des Lumières, dont le prolongement a été, aux yeux de beaucoup, inéluctablement la Révolution française. Puis, plus loin, la Terreur. Et cela va inspirer une aversion considérable dans ce qu'on va appeler la pensée réactionnaire à l'égard de la philosophie des Lumières, de ses enjeux, de la Révolution française, considérée véritablement comme le mal par excellence. Or, quand on se penche sur la philosophie des Lumières, et vous aurez l'occasion d'en entendre parler demain, on doit s'écarter tout de même de cette vision caricaturale de la philosophie des Lumières et se rappeler, par exemple, que chez certains de ces grands auteurs, comme Diderot, dans toute son œuvre, il y a une relation dialectique permanente entre raison, émotion, sentiment. Même Diderot, c'est cela. Et que les partisans d'un athéisme dur et pur et du matérialisme dur et pur ne sont véritablement qu'une infime minorité et ne sont pas représentatifs véritablement de la philosophie des Lumières. Je vous le disais, voici quelques instants, la raison
a été la cible de multiples assauts, une raison considérée comme trop envahissante, et cela va commencer dès la fin du XVIIIe siècle. Elle est jugée par trop désincarnée, et il y a un élément qui hérisse par-dessus tout un certain nombre de penseurs, de philosophes, d'analystes politiques de l'époque, c'est que cette raison paraît totalement désincarnée. Elle promeut des abstractions telles que les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ces abstractions? Ces abstractions qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité concrète. Et on combattait d'autant plus ardemment cette abstraction des droits de l'homme qu'ils apparaissaient comme la négation de l'histoire des peuples, la négation des cultures, la négation de l'histoire, la négation de toute une série de spécificités. Et là, il me faut citer un auteur qui n'a jamais cessé d'être à la mode et qui connaît aujourd'hui, dans le monde de la pensée philosophique et des sciences sociales, un regain d'intérêt absolument exceptionnel. Il s'agit d'Edmund Burke, qui, en 1790, depuis l'Angleterre, publiait 7 ou 8 mois après la prise de la Bastille, en anglais, des réflexions sur la Révolution française, traduite en français dès novembre 1790, et dont la première édition, tirée à 2000 exemplaires, fut vendue en 48 heures. Quel auteur ne rêverait pas encore aujourd'hui d'un pareil succès? Et Burke, passé au crible. Je rappelle que nous sommes à ce moment-là en 1790. La Révolution française n'a pas un an. Il n'y a pas encore eu la terreur. Il passe au crible véritablement la Révolution. Et qu'est-ce qu'il met en cause, en fait? Eh bien, ce que Burke met en cause, et ce sont des thèmes qui seront repris jusqu'à aujourd'hui, il met en cause essentiellement l'universalisme qu'il oppose au particulier, le citoyen qu'il oppose à l'individu. Il ne veut pas entendre parler de démocratie, et l'abstrait qu'il oppose au concret. L'abstrait, l'universalisme, le citoyen, voilà ce qu'il rejette dès 1790, parce que, dit-il, on ne peut pas faire table rase du passé. Au nom de la raison, uniformiser le monde. Et j'attire votre attention sur un point important que l'on a souvent tendance à oublier. Il y a bien sûr eu déjà une grande révolution en Angleterre au XVIIe siècle. Il vient d'y avoir la révolution aux États-Unis, mais la législation anglaise, il n'y a pas de constitution en Angleterre, mais les lois fondamentales anglaises ont été d'abord faites pour le peuple anglais. La constitution américaine a été faite pour le peuple américain. C'est une grande différence, alors que la Révolution française a eu, j'allais dire, l'outrecuidance, l'arrogance de prétendre légiférer pour le genre humain. Ce qui apparaît pour beaucoup de contemporains comme véritablement insupportable. Donc vous aviez là une critique de la raison dans le domaine politique qui va s'affirmer au fil du temps. Toute la pensée contre-révolutionnaire va reprendre les thématiques de Burke, et vous retrouverez ça à la fin du XIXe siècle avec un penseur français, Georges Sorel, mais alors avec toute une lignée allemande qui va s'exprimer largement avant 1930, j'insiste sur ce point, sur les mêmes thématiques. Spengler, Oswald
et son célèbre ouvrage sur le déclin de l'Occident, qui, au niveau de la philosophie de l'histoire, représente un grand moment dans l'histoire de la philosophie de l'histoire, mais Carl Schmitt, Heidegger, Ernst Junger, vous avez là toute une lignée de penseurs de la droite extrême, voire qui vont reprendre des thèmes dans leurs écrits de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême droite. J'insiste sur le fait que cette exaltation du Volksgeist par rapport à la citoyenneté telle qu'on l'entend en France depuis la Révolution, cette exaltation de l'identité des peuples, de leur âme, de leur culture, est quelque chose qui va prendre, et en France et en Allemagne notamment, une ampleur extraordinaire. Tout cela avant la prise de pouvoir d'Hitler. Il faut tout de même se souvenir, j'allais dire, de cette ambiance qui existait en Allemagne. Mesdames et messieurs, donc cette critique de la raison, elle va évidemment connaître bien des sursauts, et cette critique de l'universalisme, elle existe encore plus que jamais aujourd'hui. Parce que qu'est-ce que c'est que, dans nos pays, l'universalisme que l'on critique aujourd'hui? C'est la citoyenneté européenne, c'est l'Europe, c'est la supranationalité, que vous retrouvez, des thématiques que vous retrouvez dans tous les discours, sans exception, des mouvements de droite et d'extrême droite. Et parfois de l'extrême gauche pour d'autres raisons. Et je rappelle que Sorel, que je citais tout à l'heure, fut lu par Lénine, était un adepte de Mussolini et est en même temps considéré comme le fondateur du syndicalisme révolutionnaire. Donc, personnage ambigu, à la trajectoire, j'allais dire, presque insaisissable. Voilà un premier aspect, mais un deuxième aspect qui va nous intéresser davantage à l'occasion de ce colloque. Ce sont les assauts qui vont se préciser à la fin du XIXe et au début du XIXe siècle contre ce qu'on va appeler le positivisme et le scientisme. C'est-à-dire contre un univers dématérialisé où l'on estime qu'on ne peut atteindre à la vérité que par la raison critique et l'expérimentation. Et cela va poser des problèmes, et je vais vous citer quelques lignes d'un texte fondateur qui représente la pensée de celui qui, dès la fin du XIXe siècle, s'est élevé pour protester contre cette vision un peu trop technologique ou technique de la société. Il s'agit de Bergson. Et le texte que je vais vous lire de Bergson, qui est très court, est tiré de son livre « La pensée et le mouvant », qui date de 1934. C'est au terme presque de son œuvre. « Nous avons seulement demandé à la science, écrit-il, de rester scientifique et de ne pas se doubler d'une métaphysique inconsciente, qui se présente alors aux ignorants ou aux demi-savants sous le masque de la science. Pendant plus d'un demi-siècle, ce scientisme, et il emploie le terme, s'était mis en travers de la métaphysique. Tout l'effort d'intuition, était découragé par avance. Il se brisait contre des négations qu'on croyait scientifiques. Mais tout est dit en ces quelques lignes. C'est un combat qui va être mené par Bergson et qui va être relayé en de multiples circonstances, notamment dans le domaine par des gens, des spécialistes de sciences sociales. Et je vais rappeler sans doute certains souvenirs à quelques-uns d'entre vous. Je me souviens, on en parlait beaucoup, j'étais étudiant à l'époque à l'Université de Bruxelles. Je rappelle que la résurgence d'un livre qui a connu un succès phénoménal, Le Matin des magiciens, de Louis Poels et Jacques Berger, 1960. Un livre qui fait un malheur, qui est traduit véritablement dans un nombre innombrable de langues. Le succès est tel qu'il crée
l'année suivante la revue Planète, qui porte en étendard cette réflexion. Rien de ce qui est étrange ne nous est étranger. Et l'accueil à l'égard du matin des magiciens et de Planète a été très divers. Dans les milieux de la science dure et pure, vous vous rendez compte que les attaques ont été virulentes. On avait affaire à des charlatans. Mais même des journaux sérieux comme Le Monde, des années 60-61, consacrent des chroniques. Même Edgar Morin, je dis bien Edgar Morin, prend la plume et fait part de son intérêt et de l'intérêt qu'il y a à prêter une oreille plus attentive à un certain nombre de ces réflexions. Mesdames et messieurs, je voudrais simplement dire que, et je vous rassure, je vais passer le témoin dans quelques secondes. Je voulais simplement insister et vous montrer par là que donc il y avait eu contre le problème et la problématique de la raison et de la rationalité deux types d'attaques, de mouvements puissants qui se sont développés dès le XIXe siècle, qui sont toujours bien présents aujourd'hui et qui nous amènent, qu'on le veuille ou non, à part les archéoscientifiques, je crois qu'il n'y a plus personne qui ose soutenir que la science est neutre. Je crois que c'est quelque chose de révolu. Non, ce n'est pas tout à fait révolu. J'en connais encore qui disent le contraire. Mais la science n'est pas neutre. Et qu'on constate que finalement, une réflexion de Malraux de 1948, et le mouvement s'est accéléré après la Seconde Guerre mondiale, mais a toujours sa valeur. Et je crois que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte à l'occasion de ce colloque, c'est que la raison ne rend pas compte de l'homme. C'est ce que nous allons essayer de vous montrer au travers de toute une gamme d'exposés. Ce n'est pas exhaustif. Il y a des aspects que l'on aurait voulu creuser, qui n'ont pas été, parce que c'est une question d'organisation, ce n'est pas toujours évident. Avant de passer la parole à Jean-Noël Missa, je voudrais dire ceci. C'est que je tiens d'abord à remercier très explicitement Madame Léonore Poncin, que vous avez vue voici quelques instants, qui a assuré le secrétariat des groupes de travail, des réunions, qui a eu de multiples contacts avec les orateurs de ce colloque. Je voudrais dire aussi que je tiens à remercier tous ceux qui ont participé aux échanges de vues, qui nous ont amenés à concevoir le programme tel qu'il existe. J'ai cité Jacques Reyes, il y a évidemment Jean-Noël Missa, il y a Axel Clermans, il y a Dominique Lambert, il y a Madame Claude Tombert, il y a Pierre Bartholomé, j'en ai peut-être oublié et je m'en excuse, oui, il y a Bruno Coleman aussi. Donc voilà, c'est le résultat de réflexions, de coups de téléphone, etc. C'est ainsi que progressivement, j'allais dire, le programme alléchant, me semble-t-il, qui vous est proposé a été mis sur pied. Je vous passe maintenant la parole à Jean-Noël Missa, qui va vous présenter l'orateur du jour. Je vous remercie.